Cette vidéo est sponsorisée par Milanote. Hey tout le monde, c'est Kubi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment je réalise une identité visuelle pour un vrai client de A à Z. Dès YouTube, je fais également du graphisme en freelance. Je fais donc des prestations pour des clients et il y a une énorme différence entre réaliser un logo pour le fun et réaliser un logo pour un client avec toutes les contraintes, les demandes de modification du client, devoir ensuite décliner le logo en une identité visuelle et la rendre utilisable réellement par une marque. Bref, c'est tout un autre monde, mais le but de cette vidéo, c'est justement te montrer du coup comment je m'y prends. Et pour ce faire, pour cette vidéo, j'ai créé un projet fictif car très peu de clients accepteraient que l'on montre de A à Z tout le processus qu'il y a derrière et les informations de l'entreprise. Créer un projet fictif permet donc d'éviter tous ces problèmes et le fait de le créer sur mesure m'a permis de vraiment faire en sorte que l'on passe par toutes les étapes par lesquelles je passe d'habitude, mais aussi par les problèmes que l'on rencontre très souvent en tant que freelance et d'à la fin arriver à te montrer un processus totalement complet. Le but, c'est qu'il soit le plus compréhensible possible. Du coup, je l'ai divisé en 3 grandes parties et qui sont divisées au total en 10 sous-parties. Et sur ce, on est parti. Partie 0. Organiser son projet. Avant de me lancer dans les premières étapes de réalisation, le plus important est d'organiser mon projet. Tu verras dans cette vidéo que j'utilise beaucoup d'outils gratuits et l'outil que j'utilise pour l'organisation, c'est Milanote. Milanote n'est évidemment pas obligatoire pour créer une identité visuelle, mais en revanche, il te permet de structurer beaucoup plus facilement tes idées. Il facilite la création de tes moodboards, du stockage de tes fichiers et te fait gagner beaucoup de temps en regroupant tous tes éléments en un même endroit. Comme tu peux le voir ici, Milanote fonctionne sous forme de tableau sur lequel on peut disposer plein d'éléments. Ça, c'est le tableau d'accueil du projet auquel on va s'attaquer dans cette vidéo avec le brief du client, les deadlines, les différentes étapes par lesquelles passer. Mais on y retrouve aussi mes moodboards ou mon brainstorming qui sont d'autres tableaux imbriqués au sein de ce même tableau. Pour chaque tableau que tu crées, tu peux soit partir d'un modèle préconçu ou créer un tableau de zéro toi-même en disposant tes différents éléments. Ça rend l'organisation de tes projets extrêmement intuitive et pour les images, l'extension Milanote te permet même de récupérer directement des images sur internet et de les coller dans ton projet. Enfin, une fois fini, tu peux même partager ton tableau à quelqu'un qui n'utilise pas du tout Milanote, comme un client par exemple. Et le mieux dans tout ça, c'est que Milanote est un outil gratuit. Si comme moi, tu en fais une utilisation plutôt standard, la formule gratuite sera déjà très bien pour te faire la main. Tu peux passer par le lien en description pour t'inscrire sur Milanote, un lien d'affiliation, ce qui veut dire que si tu passes par ce lien, ça montre à Milanote que ma présentation t'a plu, du coup c'est cool, et merci à Milanote de sponsoriser cette vidéo. Partie 1, recherche. 1. Analyse du brief. La première étape primordiale de notre processus et qui impactera tout le reste de ton projet si tu l'as pas bien fait, c'est de s'assurer que tu as bien compris le brief du client. Il faut correctement analyser ses besoins, sa demande, les contraintes du projet et quelles solutions tu pourrais apporter pour y répondre. Et si c'est pas suffisamment clair, je vais un peu plus expliquer dans ma vidéo sur les 10 conseils en graphisme. 2. Brainstorming et mind map. Le brainstorming, ça consiste à écrire tous les mots qui te passent par la tête sur du papier sans aucune limitation. Vraiment écrire tout ce qui te vient, sans aucun tabou. Le but, c'est vraiment de générer le plus de mots possible. Et l'intérêt de ce processus, c'est de susciter le plus d'idées différentes et originales afin d'avoir ensuite des recherches les plus riches possibles. C'est cette richesse qui te permettra d'avoir le plus de matière à travailler dans la suite du projet. Une fois le brainstorming fait, on peut alors le transformer en un mind map, ce qui veut dire carte mentale en français, et qui consiste à organiser tous les mots que tu as écrits en différentes familles et en essayant de trouver des liens entre eux. Certaines personnes confondent un peu le mind map et le brainstorming, mais si tu as vraiment envie d'optimiser au mieux ton processus, je te conseille de faire les deux. 3. Croquis de tête sur papier. L'étape des croquis sur papier est un peu l'équivalent du brainstorming, mais en version dessin. Le but est ici, comme pour les mots, de faire émerger un maximum d'icônes et de manières de représenter le sujet. Pour l'instant, rien à voir avec le logo. Le but, c'est juste de dessiner tout ce qui te passe par la tête en rapport avec le sujet. Et peut-être que ces dessins pourront te permettre par la suite d'identifier des icônes et d'en faire des logos. Le fait de dessiner comme ça de tête sans regarder pour l'instant aucune référence ou inspiration sur les réseaux, ça t'oblige à vraiment réfléchir et à faire émaner des idées originales de ton cerveau. 4. Définir des axes. Une fois que tu as fait le brainstorming, le mind map et les croquis, si ces étapes ont bien été faites, elles devraient te donner la matière nécessaire à créer des axes. Ces axes, ce sont en fait des pistes de recherche. Normalement, tu es censé en créer 2, 3, voire 4, mais au grand minimum 2 ou 3. Ces axes vont être en fait des sortes de thèmes, des directions à prendre, et le but de ces directions, c'est de te pousser à faire des recherches bien différentes et de ne pas rester focalisé sur une idée. Si tu ne crées pas plusieurs axes et que tu te limites à une seule piste de recherche, ça va créer des variantes de logos extrêmement semblables et diminuer grandement les possibilités que ton logo soit original, efficace ou différent de la concurrence. En créant 3 axes différents, tu es sûr de partir sur 3 thèmes différents, avec 3 idées différentes, des concepts différents,
et du coup des propositions différentes à fournir au client à la fin du projet. 5. Recherche de références et moodboard. Une fois que l'on a défini nos axes de recherche, la partie préférée de tout le monde, c'est de créer le moodboard. C'est donc seulement à partir de là qu'on va pouvoir aller sur internet pour chercher des inspirations. Tu peux donc créer un moodboard pour ton projet ou dans l'idéal, même pour les plus déterminés, de créer un moodboard par piste. Pour ma part, pour ce projet, je n'ai fait que 2 moodboards. Un moodboard plus iconographique avec des exemples de logos, de couleurs et un exemple plus typographique. Le fait de créer un moodboard par piste, ça te permet vraiment de créer un univers graphique par piste de recherche et du coup de vraiment explorer des univers différents. À ce moment-là, il est généralement temps de faire un point avec ton client. C'est une étape assez peu plaisante que souvent beaucoup de graphistes repoussent, mais repousser les interactions avec le client, ça augmente les chances de créer des quiproquos et de ne pas répondre à sa demande et de devoir tout recommencer depuis le début. Le fait de faire un point juste après avoir créé les axes et le moodboard, ça permet de vraiment partager vos visions du projet et le but est d'argumenter chaque axe en lui montrant en quoi telle ou telle piste de recherche répond à sa demande et apporterait une bonne solution à ses besoins et ensuite de les appuyer sur tes moodboards pour illustrer plus visuellement au client et qu'il puisse mieux se projeter. Et normalement, si tu fais bien tout ça, le client devrait être plutôt content, validé, et on peut alors s'attaquer à la partie 2, le développement. 6. Développement des pistes. On entre maintenant dans la partie vraiment créative où on va commencer à créer nos premiers logos. Le but est donc de créer différents logos pour chaque piste, d'explorer des manières de représenter. La mission, c'est vraiment de créer le plus de variantes de logos pour tester toutes les manières différentes de l'aborder jusqu'à parvenir enfin à un logo par piste qui soit vraiment bon. 7. Sélection et tri. Une fois parvenu à un certain nombre de logos finalisés, tu ne vas évidemment pas soumettre 12 logos différents au client, c'est pas son rôle de faire le tri. Il va donc falloir toi-même que tu prennes du recul et que tu regardes objectivement tes logos et que tu les mettes en relation avec le brief pour voir lesquels répondent le mieux à sa demande. Tu peux donc les noter selon leur originalité, leur lisibilité ou à quel point ils illustrent les valeurs de la marque. Et à la fin, tu es censé avoir 2 ou 3 logos à présenter au client. Normalement, si tu as bien fait ton travail, les 3 logos sont censés chacun avoir des concepts très forts et très différents. Autre indice pour savoir si les logos que tu as créés sont bons, c'est que tu es censé en préférer un parmi les 3. Si tu n'as pas d'avis à fournir au client, que tu ne peux pas le conseiller sur tel ou tel logo, car selon toi, il y répondrait mieux, c'est qu'en fait, aucun des 3 logos n'est réellement bon. On peut parvenir à créer 3 concepts très forts et très originaux et très efficaces, mais généralement, il y en aura toujours un qui sortira du lot. Évidemment, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême et ne donner qu'un seul logo au client en lui disant que c'est vraiment le meilleur. Oui, tu es censé en préférer un, mais il faut quand même donner un peu de choix au client car il n'est pas obligé et ça arrive souvent qu'il n'aime pas forcément le premier logo et donc en proposer plusieurs, c'est augmenter ses chances de répondre à la demande. À ce moment-là, c'est à nouveau déjà l'heure du brief avec le client. C'est donc le moment de présenter chaque logo final auquel tu es parvenu pour chaque piste, en apportant avec ça une argumentation et en expliquant clairement au client le principe, le fonctionnement de chaque logo, les valeurs qu'il communique et en quoi, encore une fois, il répond à sa demande et à ses besoins. Et à l'issue du brief, le client est censé faire un choix et il n'en restera plus qu'un. Partie 3, finalisation. 8. Développement de la piste finale. Vu qu'à ce moment-là, ton client vient de choisir le logo final, ton rôle va être de développer ce logo en lui apportant des petites modifications, des ajustements, tester des légères variantes pour potentiellement aboutir à une meilleure version qui soit plus finie, plus proportionnée, plus expressive. Pour cette étape, il ne faut pas systématiquement essayer de trouver une logique dans les modifications qu'on fait, mais parfois simplement tester différentes choses qui pourront nous amener par hasard à quelque chose de mieux. Parfois, ça peut simplement jouer à la graisse d'une typographie, à l'espacement entre deux lettres ou à l'inclinaison d'un logo. À partir du logo fini, il va maintenant falloir faire une étape assez fastidieuse qui est la création de la charte graphique. La création de la charte graphique, c'est le moment où tu vas passer d'un simple logo à une identité visuelle. Le but, c'est d'étendre l'identité de ce logo en un univers avec des caractéristiques typographiques, de couleurs, de contrastes, et ce document va servir aux clients ou aux différentes personnes qui travaillent dans son entreprise de chacune comprendre le fonctionnement du logo et comment l'utiliser. On va donc y montrer le logo sous ses différentes formes, comment le logo est construit, quels sont les espaces à garder obligatoirement au logo pour qu'il ne soit pas collé à un autre, quels sont les usages sur différents fonds ou en différentes versions de couleurs. Bref, c'est un peu le mode d'emploi de ton logo et ton identité visuelle et c'est un document qui doit être très minutieux et peaufiné car certains logos durent parfois des décennies et doivent être transmis à travers les générations et les employés. Il doit donc être compréhensible même pour quelqu'un qui découvrirait ton logo dans 30 ans.
enfin l'une de mes étapes préférées, certains diront même que c'est un bonus, mais selon moi c'est carrément indispensable, c'est la création de mise en situation. Tu le connais peut-être aussi sous le nom de mock-up en anglais. Ces mock-ups, ce sont des visuels qui ont pour but de mettre en scène le logo dans ses potentiels futurs cas d'utilisation. Je dis que cette étape est indispensable, mais seulement dans le cas où on utilise des mock-ups pertinents. Par exemple, mettre ton logo sur un gobelet ou une agrafeuse, ça le fait pas trop. Le but est que ces images, au-delà d'être esthétiques, aient une fonction utile et permettent aux clients de réellement se projeter et de comprendre comment le logo pourra vivre dans la réalité. C'est une étape que j'apprécie tout particulièrement car c'est selon moi à ce moment-là que le projet se concrétise et touche enfin à sa fin. Sur ce, j'espère que mes explications t'auront aidé à y voir un peu plus clair dans ce processus. Évidemment, avec toutes ces étapes et ces chapitres, ça devient vite complexe. Du coup, je t'ai fait un récap que tu peux télécharger gratuitement en description, dans lequel tu retrouveras toutes les étapes de ce processus. Si tu veux en connaître encore davantage sur le graphisme, tu peux aller regarder ma vidéo sur les 10 conseils pour débuter en graphisme. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.